Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est un peu particulier de parler comme ça devant un écran tout noir. Mais donc, voilà, je ne sais pas combien de personnes qui est derrière. Je t'entends pas, Vinciane. Si tu veux, je préfère. Certains orateurs demandent qu'on reste, mais si Oui, tu veux, je préfère. oui, Sinon, je j'ai sais, je l'impression de comprends, parler je tout comprends. seul. C'est comme si tu parles devant ta glace en Bon, ben, disant, je voilà, comprends. Je reste, mais c'est sans vouloir c'est que te. les avocats sont narcissiques, mais enfin, pas tant que ça, quoi. Voilà, tout va Mais bien. donc, je suis très content de te voir, Vinciane, comme ça, j'ai l'impression de voir quelqu'un. Mais donc, j'ai été très heureux quand Vinciane m'a demandé de faire une formation, une présentation qui soit en lien avec le droit international pénal, le droit pénal international, dans la commission de DIP. Donc, simplement pour me présenter un petit peu, donc je suis avocat au barreau de Bruxelles depuis maintenant, ça fait 25 ans. J'ai travaillé d'abord beaucoup en droit pénal et, euh, et en droit des étrangers. Je travaillais à l'époque avec une avocate qui s'appelle Anne Krivine et un cabinet qui était un cabinet, on va dire, assez engagé dans différents dossiers, que ce soit dossiers. Anne Krivine était assez féministe déjà à l'époque, mais aussi des dossiers plus politiques, puisqu'elle a défendu les cellules communistes combattantes, puis, toutes sortes de combats. Enfin, c'était une personne vraiment très sympa, très chouette, très bonne avocate. Et puis à un moment donné, je me suis, dans le courant de ma carrière, enfin, après le stage, finalement, je suis devenu collaborateur chez elle et tout ça. Et puis, je suis devenu associé. Et à un moment donné, j'ai décidé de retourner étudier, parce que je trouvais que j'avais certains manques, que j'avais envie d'approfondir certaines choses. Donc j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait un DES en droit international. Donc c'est un master aujourd'hui en droit international public à l'ULB. Et ça m'a appris énormément, ça m'a permis de pouvoir être beaucoup plus à l'aise en droit international, qui est un peu une matière qui est peu connue, on va dire, des juridictions. Donc, j'avais l'impression d'être un petit peu celui qui a un œil au milieu des aveugles. Et puis voilà, j'ai écrit mon propre cabinet qui s'appelle Just Cogens avec une série d'autres avocats au moment du décès d'Anne Krivine. Et on avait créé ça à l'époque avec Nicolas Cohen, il y avait Annemie Schaus, qui est aujourd'hui directrice de l'ULB, qui est toujours avocate, qui est professeur en droit humain, qui est aussi doyen de la faculté, et aussi avec Zouaïr Chiaoui, qui a fait beaucoup de procédures en droit de l'immigration. C'est lui qui a fait le dossier MSS, si c'est quelque chose à certains ou certaines, et Nicolas Cohen, et puis Dunia Alamat, et puis moi-même. Et on a de plus en plus travaillé dans des dossiers où on s'est toujours dit, tiens, essayer de voir cette articulation entre le droit national et le droit international, particulièrement au niveau de toutes les procédures de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un peu ça notre, notre challenge, on va dire. Et puis donc voilà, on a développé le cabinet. Et puis après, à un moment donné, j'avais encore envie d'étudier, donc je suis retourné sur les bancs de l'université. Donc j'ai fait un master en droit de l'Union européenne. J'ai terminé il y a maintenant 4 ans. C'est de nouveau dans la même idée, c'est de pouvoir être plus efficace et effectif dans une matière qui est peu connue, ce droit de l'Union, qui est passionnante et qui permet de pouvoir être très efficace en plaidoirie. Et de nouveau, ça permet de déguiser ses arguments, on va dire, aussi au niveau du droit pénal, puisque le droit pénal est rentré de plein pied dans le droit de l'Union, et au niveau du droit des droits humains aussi. Et voilà, donc maintenant on a un cabinet, je pense qu'on est une petite vingtaine là au cabinet de Scogens. On est situé près du Palais. Euh, j'ai d'autres activités aussi parce que après, je me suis intéressé vraiment au droit pénal international et donc je suis counsel, au conseil sur les listes à la Cour pénale internationale. Et c'est pour ça que je suis pour l'instant à Caracas. Il est 6 heures du matin, donc vous excuserez mes balbutiements et mes répétitions. Et puis j'enseigne aussi en TP, j'en ai TP de droit international public à l'ULB, ce qui est toujours très agréable parce que ça permet de retourner à la base de la matière. Alors Vincent m'a demandé, voilà la longue introduction. Vincent m'a demandé de faire ce lien avec le droit pénal et le droit international privé. Alors donc moi j'ai donné un titre un peu plus large. Hein, j'ai dit le titre c'est Enlèvement international d'enfants, aspect du droit international pénal et des droits humains. Donc j'ai essayé d'aborder les deux
les deux pans. Je vais essayer d'aller dans des sentiers plutôt, des sentiers qui ne sont pas des sentiers habituels. Je vais essayer de vous parler de choses, voilà, pas spécialement l'habitude de parler, donc je ne vais pas trop vous parler de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Mais donc, il y a ces deux aspects, droit international pénal et droit international des droits humains. La première chose, en guise d'introduction, c'est la question de la définition, peut-être, hein, de l'enlèvement international d'enfants et de voir si, avec cette définition, enlèvement international d'enfants, est-ce qu'on peut trouver des aspects de droit pénal? Est-ce que, en droit international, il y a des aspects de droit pénal à l'enlèvement international d'enfants? La base, je pense, de toute cette réflexion que j'ai depuis plusieurs semaines en préparant cette présentation d'aujourd'hui, c'est que finalement, plus je lis sur la matière, plus je me rends compte que au niveau du droit international, c'est absolument pas réglementé par le droit pénal. C'est juste réglementé par le droit civil et par cette fameuse, on va dire, Convention de La Haye de 1980, qui porte bien son nom d'ailleurs, hein, sur les aspects civils de l'enlèvement d'enfants. C'est une convention qui est très intéressante, très claire, qui fait l'objet aussi de travaux préparatoires et de travaux on va dire, d'approfondissement. Et donc, je vous invite, je ne sais pas si je vais faire ça plusieurs fois pendant la présentation, c'est que je vais vous inviter à aller sur votre ordinateur et si vous l'avez près de vous, et d'aller sur Internet et de taper, par exemple, oui, ça, cette convention, voilà, 1980, sur l'enlèvement. Est-ce que j'ai quelque chose? Non. Sur les aspects civils, alors. Pourquoi je fais ça? Parce que il y a un élément qui est assez intéressant pour cette convention, c'est que, voilà, vous tapez ça et vous tombez alors sur le site hcch.net, qui est un site très intéressant. Vous l'avez en plusieurs langues. Voilà, moi je l'ai ici en français. Non, c'était en anglais, je le fais en français. Et vous avez, dans ce genre d'instruments en droit international, je veux dire, dans la méthode de travail, vous avez beaucoup de ce genre de sites qui sont vraiment des trésors d'informations. Vous avez la convention, évidemment, mais vous avez aussi à côté des éléments qui sont importants par rapport, évidemment, aux États qui sont partis à cette convention. C'est toujours ça qu'il faut voir en droit international. Si un traité est applicable, c'est uniquement si les États sont partis à cette convention. Et puis, vous avez les travaux préparatoires qui sont très importants, mais vous avez aussi toutes sortes de documents, parce que cette commission, cette commission, oui, pardon, elle fait beaucoup de travail, elle fait des réunions, et vous avez notamment une série de publications qui sont réalisées, qui sont intéressantes pour interpréter la Convention. Et dans ces documents, vous avez une série d'explications, et notamment, vous avez tous les 3-4 ans une réunion annuelle et qui publie des observations et des remarques. Et dans ces observations et ces remarques, vous avez, je dirais, de manière constante, il n'y en a pas une dizaine, j'ai fait une recherche un peu exhaustive ou quasi exhaustive avec le mot pénal, mais on en parle très peu. Et quand on en parle, c'est pour dire que finalement, ils ne sont pas très favorables au pénal, en pensant et en disant que le droit pénal, finalement, ne va pas améliorer la situation dans ce conflit terrible qui est celui d'un enlèvement d'enfants, qui est vraiment une situation où un parent, selon la Convention de 1980, un parent va, de manière illicite, dit la Convention, procéder à un déplacement illicite d'un enfant, d'un endroit, d'un État à un autre État. Déplacement illicite qui est défini de manière assez large. Ce n'est pas uniquement en fonction d'une décision judiciaire ou en violation d'une décision judiciaire. Donc, on ne doit pas avoir une décision judiciaire qui interdit le déplacement de l'enfant, mais c'est aussi en fonction d'une situation purement légale. On va dire, si le droit de l'État en question octroie, je vais parler en des termes, je ne suis pas un familialiste, donc je fais des termes un petit peu anciens, mais donc, on va dire la garde d'un enfant aux deux parents, eh bien,
la violation de la loi en elle-même est un enlèvement illicite. Et donc ça, c'est le cadre général de cette définition de qu'est-ce qu'un enlèvement international d'enfants. A priori, rien à voir avec le pénal. Il n'y a pas d'aspect pénal et c'est même déconseillé et le comité qui a pour objet d'interpréter, de travailler sur la Convention, dans le cadre de cette commission du droit international privé de l'AE, n'est pas très favorable à ce que ce soit pénalisé, à ce que ce soit criminalisé. Donc, j'ai cherché un peu plus loin et je dis, tiens, est-ce qu'une adoption illégale internationale, est-ce que ce serait un enlèvement international d'enfants? Alors, oui, parfois c'est arrivé qu'il y ait des enfants qui soient enlevés dans le cas d'adoption internationale d'enfants. Et si vous êtes face à cette situation, il y a des décisions des prises de position assez fortes qui viennent d'être réalisées par il y a une déclaration commune d'experts des Nations Unies qui date du 29 septembre 2022. Je reviendrai plus tard sur cette notion d'experts des Nations Unies. Donc, une déclaration commune des experts en disant que ces adoptions internationales illégales sont considérées comme des crimes contre l'humanité. Alors, c'est une déclaration très forte. Crime contre l'humanité, ça répond à des définitions qui sont assez strictes. Hein, un crime contre l'humanité, c'est la violation systématique des droits humains à l'égard d'une population civile déterminée. Donc, violation systématique des droits humains à l'égard d'une population civile déterminée, ça veut dire que ici, on détermine une population, c'est qui, pour vous donner un exemple, par exemple, il y a une affaire pour l'instant à la Cour pénale internationale qui concerne les Philippines, et c'est quoi les faits? C'est le gouvernement, à un moment donné, a déclaré la guerre à la drogue, et en fait, il a décidé et a influencé et accepté et même réalisé elle-même puisqu'ils voulaient éradiquer le problème de la drogue, donc ils se sont dit, bon, on va éradiquer le problème de la drogue, qu'est-ce qu'on va faire? On va éradiquer les consommateurs de drogue. Et donc, ils ont tué des milliers et des milliers de consommateurs, d'usagers, donc c'est des exécutions extrajudiciaires de personnes. Et donc, la caractéristique, c'est donc cette catégorie de personnes, c'était les usagers de drogue, et puis violation systématique de leurs droits fondamentaux. Ici, c'était privation du droit à la vie, de manière systématique. On l'a Ah, perdu. Pardon? On t'a perdu là, quelques secondes. Vous m'entendez? Maintenant, on t'entend. Ok, je regarde. Ok, là. Ok, voilà. Mais donc, et cette déclaration, je reviens peut-être là-dessus sur le plus technique, donc une déclaration du 29 septembre 2022 par une série d'experts et par le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Alors, quels experts? Il y a le comité des Nations Unies des droits de l'enfant, le comité sur les disparitions forcées, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la vérité et la justice, le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'exploitation sexuelle des enfants, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le trafic des femmes et des enfants, et le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées. Je reviendrai dans un instant sur ces différents organismes parce que c'est assez important et intéressant pour nous, praticiens. Hein. Pour une petite parenthèse, je me souviens quand j'ai étudié le droit international, je trouvais ça vraiment pas très intéressant parce que j'avais l'impression que c'était des discussions de diplomates dans des salons en cuir et que par rapport à la véritable utilité du droit international, je ne voyais pas très bien. J'ai complètement changé d'avis depuis. Je pense que Vinciane peut en témoigner aussi. Que ce soit en droit international privé ou en droit international public ou pénal ou des droits humains, il y a beaucoup d'outils très pratiques qui sont à notre disposition et qui sont vraiment très intéressants. Donc, un crime contre l'humanité, non. Adoption, l'enlèvement international d'enfants n'est pas un crime contre l'humanité. Est-ce que ce serait une disparition forcée? Parce que de nouveau, on cherche dans les conventions des Nations Unies, le droit international pénal, des définitions qui pourraient cadrer avec notre sujet. Et alors, bon, la définition vraiment la plus étroite de la disparition forcée, qui visait plutôt des situations qu'on a
moi, quand je pense à disparition forcée, je pense à Amérique latine, je pense aux dictatures d'Amérique latine qui enlevaient les opposants et les faisaient disparaître. Mais la Convention prévoit une définition qui est plus large, on va dire. Et donc ici, l'enlèvement, hein, qu'est-ce que c'est une disparition forcée? C'est l'enlèvement, on a déjà le terme qui nous intéresse, la privation de liberté, si ça ne nous intéresse pas, ça, avec autorisation ou acquiescement de l'État. Donc il y a un rôle de l'État, un acquiescement de l'État. On imagine, moi j'ai vu des dossiers dans lesquels en effet l'État ne faisait rien s'il y a un enlèvement d'enfants. Donc est-ce que l'inaction de l'État pourrait être une disparition forcée, suivie de la dissimulation du sort ou du lieu du sort, donc on ne sait pas ce que la personne est devenue, ou du lieu, on ne sait pas où elle est, ou du lieu où la personne se trouve. Donc on pourrait, dans certains cas extrêmes, sans doute, c'est-à-dire l'État ne fait rien, et donc on peut considérer qu'il y a un acquiescement, la personne a été enlevée, l'enfant a été enlevé, et on ne sait pas où il se trouve, ça pourrait éventuellement donner lieu à une qualification de droit international pénal qui serait la disparition forcée, mais c'est tiré assez fort cette définition qui a pour objet, comme je vous l'ai dit dès le départ, ces situations plutôt, comme je vous dis, quand je pense à disparition forcée, je pense à l'Amérique latine et aux dictatures qui faisaient disparaître des gens. Donc non, ma réponse à la question, est-ce qu'on a une qualification en droit international pénal par rapport à l'enlèvement international d'enfants? Non, on ne trouve pas. Et c'est délibéré, c'est la Convention de la 1980 sur les aspects civils et tous les travaux préparatoires ou les interprétations postérieures vont dans le même sens que finalement mettre du droit pénal en plus dans ce type de situation n'aide pas, que du contraire, ça va aviver, voire renforcer, voire faire exploser le conflit. Deuxième point dans mon introduction, après cette question de la définition du droit international pénal et la définition de l'enlèvement international d'enfants, la deuxième question est de savoir, et le droit international, les droits humains, est-ce qu'on a dans ce cadre-là des éléments d'enlèvement international d'enfants? Alors je vais être assez bref, et évidemment, on a des conventions internationales de droits humains qui vont s'appliquer dans ce genre de situation, que ce soit des conventions internationales pures, entre guillemets, c'est-à-dire des conventions universelles, sont souvent signées, ratifiées, discutées, interprétées dans le cadre des Nations Unies. Et donc là, on a la Convention sur les droits de l'enfant de 1989, qui est très importante. Et puis, on a la Convention des Nations Unies sur les droits civils et politiques, qui est une convention qui prévoit des droits un peu similaires à la Convention européenne des droits de l'homme, dont notamment le droit à la vie privée. Mais donc ici, tout de suite, on voit qu'il y a une différence, mais j'y reviendrai, entre des droits finalement qui sont les droits humains des parents et puis les droits humains des enfants, qui sont des droits qui sont éventuellement différents. Donc il faut chercher toujours les deux, je pense, les deux droits. Et puis en droit européen, ou droit régional des droits humains, bien sûr la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi, il ne faut jamais l'oublier, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est cette charte qui prévoit des droits qui sont assez similaires, a priori, à première vue, avec les droits protégés au sein du système de la CEDH, mais qui sont néanmoins différents. D'abord, il y a une condition d'application qui est très importante, c'est que vous ne pouvez pas invoquer la charte comme vous invoquez la CEDH, en disant, voilà, j'invoque la CEDH parce que ça a un effet direct. Non, la charte, on peut l'invoquer uniquement dans le cadre, comme dit la Cour de Luxembourg, de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Donc c'est uniquement si vous invoquez une norme qui a un lien avec le droit de l'Union européenne. Par exemple, ici, ça pourrait être une convention, Bruxelles 2 bis, Bruxelles, ou des conventions qui sont, ou des droits, ou des normes qui sont issues du droit de l'Union. Alors vous pouvez appliquer la charte, et la charte est très, très puissante. Et la jurisprudence de Luxembourg à ce sujet est aussi très prolixe et très importante. Je vous donne juste un exemple. Il y a un arrêt Luxembourg assez récent qui prévoit que
s'il y a une violation d'un droit protégé par la charte, d'un droit fondamental, eh bien, il doit y avoir un recours judiciaire pour protéger ce droit. Et si ce recours judiciaire n'existe pas, les tribunaux doivent se l'approprier. Les tribunaux internes doivent se l'approprier. Donc, on n'a pas besoin d'attendre, de constater que finalement, mais il n'y a pas de recours par rapport à cette violation d'un droit. Vous allez chez le juge et vous dites, j'ai été victime d'une violation d'un droit protégé par la charte. J'ai droit au juge pour avoir ce contrôle judiciaire, article 47 de la charte. Et le juge est, en principe, selon la jurisprudence de Luxembourg, tenu de vous écouter et de trancher et de vous protéger si vous êtes, atteint dans votre droit fondamental. On a eu ça en droit pénal dans plusieurs domaines. Par exemple, on a plaidé ça dans le domaine d'accès au dossier, où il y a finalement des dispositions du droit de l'Union européenne ou du droit international qui permettent un accès au dossier pénal. Et il n'y avait pas, dans le cadre de l'information, il n'y avait pas de recours possible s'il y avait un refus. Et donc, on a été devant la chambre des mises en accusation en disant vous devez nous entendre. Et donc, l'affaire a été envoyée à la Cour constitutionnelle qui nous a donné raison. Et donc, qui a appliqué ce principe que s'il y a une violation d'un droit fondamentaux protégé par la charte, eh bien, il faut un recours effectif judiciaire. On a ça dans beaucoup de dossiers. Voilà pour l'introduction. Droit international pénal, droit international des droits humains. En droit international pénal, on n'a pas grand-chose. En droit international des droits humains, on a un peu plus. Et qu'est-ce qu'on a? Et je vais commencer par ça, le droit international des droits humains. Le droit international des droits humains en relation avec l'enlèvement international d'enfants, on a, et je reviens un peu en arrière sur ce que j'avais annoncé, qui était relatif à cette déclaration commune d'experts des Nations Unies. Et je vous invite de nouveau à ouvrir Internet et à aller de taper en majuscule OHCHR. OHCHR. Qu'est-ce que c'est que ça? OHCHR. OHCHR. Enter. Alors, c'est Human Rights Council en anglais. Et pourquoi je vous demande d'aller sur ce site-là? Parce que ce site-là, il va, et vous pouvez le mettre en français, voilà. Ce site-là, c'est un site qui est de nouveau un site avec énormément de ressources en droit international des droits humains et qui va me permettre de pouvoir un peu essayer de vous expliquer que nous utilisons beaucoup ces mécanismes-là. Comment est-ce qu'on appelle ces mécanismes-là? On appelle ça les mécanismes spéciaux. Les mécanismes spéciaux sont des organes quasi-judiciaires, on va dire, que l'on peut saisir dans le cadre de différentes conventions de droit international et de droits humains qui prévoient des comités. C'est-à-dire des instances quasi-judiciaires que l'on peut saisir pour dire, voilà, j'ai un droit fondamental qui a été violé, et on s'adresse alors à ce comité dans certaines conditions. C'est uniquement les États qui permettent des requêtes individuelles qui peuvent être saisies, contre lesquelles on peut saisir ces comités. Et donc, quand vous allez sur l'onglet Instruments et mécanismes, vous avez un onglet Procédure spéciale qui est assez intéressant. Est-ce que ça s'ouvre? Non. Oui. Et ces procédures spéciales, elles nous permettent finalement c'est ce qu'on appelle procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme, elles permettent finalement d'alerter et de construire un dossier. Vous voyez, les experts indépendants des droits de l'homme, c'est eux qui ont fait cette déclaration, qui considèrent que les enlèvements, ou plutôt les adoptions internationales illégales sont des crimes contre l'humanité. Ces experts, alors, on peut les saisir. On peut les saisir de questions et ensuite ils vont répondre. Quand vous descendez un peu plus loin, vous avez les titulaires du mandat sur la gauche, la procédure spéciale, sommaire, et puis vous avez adressé une plainte. Et là, vous avez des formulaires en ligne, vous pouvez communiquer vos informations.
Et c'est assez important de le faire parce que ça vous permet d'après utiliser ce que vous obtenez dans ce cadre-là dans vos litiges en interne et de pouvoir dire au juge, mais regardez, le rapporteur spécial des Nations Unies pour l'indépendance des juges a considéré que, en effet, la décision euh, de droit familial du Maroc est une décision qui n'est pas équitable parce que le Maroc est un pays corrompu et que dans ce cadre-là, bon, excusez-moi, de nouveau, il faut effacer parce que je suis déjà interdit d'accès au Maroc, donc j'essaie de revenir. Donc ça, il ne faut pas dire, mais non, vous dites autre chose, mais vous ne dites pas ça parce que sinon vous n'irez pas au Maroc. Mais donc là, c'est un mécanisme qui est assez utile, en fait, qui permet de pouvoir construire un dossier pour montrer que ce que vous allez dire en droit international eh bien, est supporté par des experts des Nations Unies, qui vous donnent un peu de crédit. Évidemment, ce n'est pas des opinions qui sont liantes, ce sont des opinions qui sont simplement des arguments en votre faveur et que je vous invite à actionner. Ensuite, quand vous allez un petit peu en arrière, dans ce site Internet, vous avez instruments et mécanismes, vous avez droits de l'homme, vous avez Conseil des droits de l'homme, organes conventionnels. Alors, si on va dans le Conseil des droits de l'homme, de nouveau, là, c'est un outil qui est intéressant. C'est une espèce de Cour européenne des droits de l'homme, mais au niveau universel. Ce qui peut être intéressant, parce que dans vos dossiers de DIP, vous êtes parfois confronté à des États qui n'ont pas spécialement, qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe. Et donc, vous n'êtes pas dans le cadre de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, mais vous êtes dans le cadre d'application d'autres choses. Et donc, il faut chaque fois vérifier quelles sont les conventions internationales qui ont été ratifiées de droits humains, qui ont été ratifiées par ces États. Et évidemment, un enlèvement, c'est entre deux États. C'est entre, par exemple, la Belgique et puis, pour parler d'un dossier par hasard, ou par exemple, ça peut être le Koweït, ou ça peut être, je ne sais pas, le Maroc que j'ai invoqué il y a un instant, ça peut être Dubaï, ça peut être... Et donc, il faut voir un petit peu quels sont les États quelles sont les conventions qui s'appliquent à ces États. Et de nouveau, vous avez procédure de plainte, vous avez organe du CDH, donc du Comité des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme, pardon, et vous avez une série de possibilités de litiges qui vous sont ouvertes. Alors, ça, c'est le cadre général, mais dans chaque convention de droits humains, vous avez souvent un mécanisme spécifique. Par exemple, en ce qui concerne la Convention contre la torture, vous avez le Comité contre la torture. En ce qui concerne la Convention sur les droits de l'enfant, vous avez le Comité sur les droits de l'enfant. Et ici, ça devient intéressant pour notre sujet, parce que quand vous allez sur le site du OHCHR, pardon, vous avez aussi c'est où ça? Pour le retrouver, mais vous avez une banque de données avec toutes les décisions qui ont été prises dans le cadre de ces mécanismes des Nations Unies. Et là, j'ai fait une recherche rapide sur la question de l'enlèvement d'enfants, child abduction, comme on dit en anglais. Et en child abduction, vous avez 4 décisions du Comité des droits de l'enfant qui ont été prises. Et là, je reviens un peu en arrière sur ce que j'avais dit sur le droit international des droits de l'homme, puisqu'on a dans le droit international des droits de l'homme deux volets, on va dire les droits qui sont les droits de l'enfant, et puis les droits qui sont liés aux droits de la famille, aux droits des parents. Et le Comité des droits de l'enfant, lui, il est actif pour les droits de l'enfant, comme son nom l'indique. Et donc la première question qui se pose, c'est de se dire, oui, mais comment est-ce que l'enfant va pouvoir s'exprimer au comité, puisqu'il y a un comité qui rend des décisions qui sont là, contrairement aux opinions que vous pouvez avoir des rapporteurs spéciaux, des décisions qui sont selon une frange importante de la doctrine, qui sont liantes pour les États. Pour une autre frange de la doctrine, elles ne sont pas liantes. Donc, on est en plein dans une controverse, en fait, parce que ces mécanismes sont assez neufs.
Et donc, il y a des controverses qui existent dans certains États. Il vient d'avoir une bonne décision en Espagne, une autre décision en Équateur. En Belgique, il y a eu une mauvaise décision de la Cour d'appel de Liège, puis une bonne décision de Bruxelles. Il y a une controverse assez importante qui va se régler petit à petit, mais selon je dirais, la doctrine majoritaire, ces décisions sont liantes. Pourquoi? Parce que les États se sont engagés à respecter le droit international et à respecter, du coup, les décisions qui sont prises par ces comités, que le droit international habilite à interpréter, que le droit international a habilité à recevoir des plaintes individuelles, puisque les États ont accepté le principe de plainte individuelle, et donc les États sont tenus de réparer les violations du droit international qui sont constatées par ces organes. Et il y a tout un rapport aussi assez, je dirais, un dialogue assez constructif entre les différents organes judiciaires ou quasi-judiciaires en matière de droit international et de droits humains, donc entre la Cour européenne des droits de l'homme et puis le comité des droits de l'homme et puis les différents comités. Il y a tout un dialogue qui est assez intéressant. Je reviens au comité des droits de l'enfant. Ce qui est intéressant, et quelle est la différence entre le comité des droits de l'enfant et la Cour européenne des droits de l'homme? Pourquoi est-ce que, si vous avez un contentieux, vous iriez plutôt à la CEDH ou bien au comité? Ce qui est très important et très fort avec le comité, et qui est vraiment quelque chose qui est fabuleux, et je pèse mes mots, c'est les mesures provisoires. C'est qu'au comité, vous pouvez demander des mesures provisoires, tandis qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, vous pouvez le faire, mais uniquement dans une mesure très limitée. La Cour européenne des droits de l'homme, d'une manière générale, sans rentrer dans le détail, n'accordera des mesures provisoires que vous avez dans les 24 heures, ou dans les 12 heures. Des mesures provisoires, et d'ailleurs à ce sujet, une des avocates du cabinet, qui est maître Manon Libert, elle vient d'introduire un recours à Strasbourg, et elle a éprouvé le nouveau système, parce qu'il y a un nouveau système digital qui fonctionne très bien, et elle a eu sa décision dans les 2 heures. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne, mais dans un nombre limité de cas. Et ce nombre limité de cas, c'est des cas où il y a un risque de violation de la prohibition de la torture ou des traitements inhumains et dégradants. Donc, risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est uniquement dans ces cas-là que, d'une manière générale, la Cour européenne va octroyer une mesure provisoire. Tandis que le comité, il est beaucoup plus large. Par exemple, vous avez cette décision qui se trouve sur le site du comité, qui est une décision, je vais retrouver le nom dans mes petits papiers, si vous me laissez un instant. Voilà. C'est une décision JSHR contre Espagne du 17 juin 2019, décision dans laquelle, dans le cours de la procédure, le comité a ordonné à l'Espagne une mesure provisoire qui était de déterminer d'urgence l'endroit où se trouvent les enfants. On ne savait pas où étaient les enfants, et le comité a ordonné à l'Espagne de dire « dites-nous où sont ces enfants ». Mesure qui, à ma connaissance, n'est pas une mesure habituelle de mesure provisoire prise par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de ce qu'on appelle la Rule 39, la règle 39, qui est cette demande de mesure provisoire qu'on peut demander à la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, c'est plus large, même si le critère constant est dans toutes les mesures provisoires, en droit international, que ce soit même les mesures provisoires à la Cour internationale de justice, c'est ça la base des mesures provisoires, ou au comité, des différents comités au sein des Nations Unies, il faut qu'il y ait un risque irréparable. Il faut qu'il y ait un risque irréparable, et dans ce cas-là, alors la mesure est octroyée, et cette condition a été également rappelée par le comité des droits de l'enfant dans une décision YF contre Panama du 20 février 2020. Ça, c'est la première différence, comme je l'ai dit, entre CEDH et comité des droits de l'enfant, c'est l'ampleur des mesures provisoires, plus intéressante au comité. Parce que vous devez savoir qu'il y a un principe
coutumier du droit international, qui est qu'on ne peut pas saisir un mécanisme international et puis un autre mécanisme international du même sujet. Donc, vous devez choisir votre forum. Et donc, vous devez vous dire, ah, je vais aller au comité dans ce dossier-là. Ah, je vais aller à la Cour européenne de l'homme. Ah, je vais aller je sais pas, à la Cour interaméricaine dans ce dossier-là parce que c'est un dossier avec un enlèvement au Panama. Vous devez choisir. Et une fois que vous avez choisi, alors c'est terminé. Vous ne pouvez saisir qu'un mécanisme international, à une seule reprise, de la même question. Si vous avez des questions différentes, c'est autre chose. Mais vous devez saisir un seul mécanisme. Donc ici, quand vous êtes face à une situation comme ça, vous pouvez alors tenter d'obtenir une mesure provisoire au comité des droits de l'enfant. Et contrairement à d'autres comités, ce comité n'est pas un comité qui est assailli de demandes et qui donnera sa décision finale dans les 5 ou 7 ans. Non, c'est un comité qui rend des décisions rapides, qui rend des décisions, pas rapides, tout est relatif évidemment, mais en un an et demi, il faut avoir une décision. Sur le fond, sans parler des mesures provisoires qu'il faut tenir en fait. Donc, première différence, l'ampleur des mesures provisoires que vous pouvez avoir. Deuxième différence, les droits qui sont protégés. Dans le droit international des droits humains, vous avez cette question, qui est titulaire du droit, la vie privée pour les enfants et le droit des enfants. Alors, la première question qui se pose, c'est oui, mais ce sont des droits qui sont attribués aux enfants. Qui va exercer ces droits? Ce sont les enfants eux-mêmes ou est-ce que ce sont leurs parents? Est-ce que les parents peuvent invoquer des violations des droits de l'enfant et aller au comité? Oui, la réponse est oui. C'était de nouveau dans cette affaire Y contre Panama et dans cette affaire JSHR contre Espagne du 17 juin 2019 sur la question de l'admissibilité. L'Espagne disait non, ce n'est pas admissible, votre demande. C'est un papa qui demandait différentes choses à l'Espagne. Ce n'est pas admissible parce que vous êtes le papa et c'est des droits qui sont attribués aux enfants. Et la Cour, le comité, a dit non, nous restons compétents, la demande du père est admissible. C'est un élément qui est important. Enfin, je dirais troisième différence entre CEDH et que la Cour européenne des droits de l'homme pour arriver à une décision de constat de violation du droit. Et dans cette décision de nouveau JSHR contre Espagne du 7 juin 2019, le comité a considéré que il n'y avait pas de violation de la Convention sur les droits de l'enfant parce que le comité a déterminé que ce que le comité fait, c'est une appréciation par rapport à une situation ou une décision judiciaire, puisque vous allez après une décision judiciaire, sauf quand vous faites une demande de mesure provisoire, mais vous allez après une décision judiciaire invoquer un processus en droit international parce que vous devez d'abord avoir épuisé les voies de recours internes, qui est une question d'admissibilité, et donc vous allez contre des décisions judiciaires internes qui ne vous ont pas satisfait. Et là, le comité des droits de l'enfant dit que c'est uniquement dans le cas d'un déni flagrant de justice ou dans le cas d'une appréciation manifestement arbitraire rendue par une juridiction qu'ils vont prendre position. Et donc, pas une simple violation de la Convention de 1980 de la Haye sur les aspects civils d'enlèvement d'enfants, par exemple, spécifiquement, dans le cas qui nous occupe. Et donc, on se rend compte qu'en fait, le contrôle de ce comité est assez ténu. C'est vraiment pour une violation manifeste. C'est manifestement arbitraire. Contrairement à la Cour européenne des droits de l'homme, où là, vous allez invoquer à la Cour une violation de l'article 8 de la Convention, ça dépend pour qui vous êtes, évidemment. Mais ici, vous avez une affaire, je ne sais pas qui est en ligne, mais c'est une affaire dans laquelle moi, qu'on connaît ici, qui est publique, donc on va en parler. Je sais que certains membres de votre commission la connaissent, mais donc c'est une affaire Loiry contre Roumanie,
LOIRY contre Roumanie, le 17 mai 2022, donc une décision toute récente. Et dans cette décision, ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'elle ne fait que 5 pages. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps en tant qu'avocat, et parfois la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui font 150 pages, on dit oui, on ne va jamais lire tout ça. Ici, c'est 5 petites pages qui sont très claires, très nettes. Et je vous invite vraiment à la consulter. C'est Loiry contre Roumanie, donc c'est l'histoire d'un monsieur qui obtient une décision en France sur base de la Convention de La Haye, qui obtient une décision qui ordonne le retour des enfants. Et les enfants sont en Roumanie avec leur maman, et ils restent en Roumanie, ils ne viennent pas. Et donc la question est de savoir, et c'est une question fondamentale, en tant qu'avocat finalement, le client, quand vous allez lui dire oui, on va aller au comité des droits de l'enfant, on va faire la Cour européenne des droits de l'homme, il n'en a rien à faire. Ce qui l'intéresse, lui, le client, c'est si ces enfants ont été enlevés, c'est de les voir, de trouver une solution au litige. Est-ce qu'il y aura une solution? Et donc, dans ce dossier, il y a une décision des juridictions françaises qui n'est pas mise en œuvre en Roumanie. Et tout l'objet de la discussion à la Cour, c'est ça. Ce n'est pas mis en œuvre en Roumanie. Et donc, le papa fait un procès à la Roumanie en disant vous violez, en ne respectant pas la décision française qui, prise sur base de la Convention de 1980, vous violez la Convention européenne des droits de l'homme, et la Cour va rendre un arrêt très, très clair en disant, je résume, au numéro 19 de cet arrêt, c'est en anglais. Donc, le requérant se plaignait d'une violation de l'article 8 de la Convention parce qu'il n'y avait pas une mise en œuvre de la décision finale française qui ordonnait le retour de ses enfants en France. Et au paragraphe 20, la Cour va dire qu'elle va se pencher sur la question, mais surtout au paragraphe 21, c'est ça le principal. La Cour va dire les principes généraux concernant les ordres ou les décisions judiciaires et leur respect dans les contacts entre un parent et un enfant, ont ce compris un ordre de retour qui a été établi sur base de la Convention de La Haye, ont été bien expliqués par la Cour, dit la Cour, et vous avez 3 arrêts qui sont mentionnés, notamment Sommerfeld contre Germanie, contre Allemagne. Enfin, il y a une série d'arrêts, il y a beaucoup d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans cette matière. Et moi, la seule conséquence que je veux en tirer à ce stade-ci, c'est de constater que la Cour va alors donner raison en disant que, ben oui, la Cour va aller vraiment dans le détail de voir qu'est-ce qui a été fait par la Roumanie pour mettre en œuvre cette décision française. La Cour va dire, ben voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des rencontres, ils ont deuxième aspect sur lequel j'aborderai la question du droit international pénal dans la deuxième heure, on va dire, de formation. Deuxième aspect, en disant la Roumanie n'a pas fait d'enquête pénale, et puis le temps qui a passé. Et donc la Cour va vraiment dans le détail, contrairement à la décision du comité qui est restée un petit peu en disant moi quand j'étais dans le JSHS contre Espagne, quand j'avais lu cette décision, je me disais, en fait, oui, il y a une violation de la Convention de La Haye. En 1980, ça paraissait assez clair. C'est une maman qui quitte la Suisse avec ses enfants, qui va en Espagne sans respecter les décisions judiciaires. Donc, il y a en effet un déplacement illicite au sens de la Convention qui est évident. Et les juridictions espagnoles, certaines disent oui, d'autres disent non, et puis lui, il saisit le comité en espérant avoir une décision. Mais le comité va dire, ben voilà, il y a eu un débat judiciaire en Espagne, certaines juridictions lui ont donné raison, d'autres pas. Moi, je suis le comité, je considère que ce n'est pas manifestement arbitraire, je considère qu'il n'a pas eu un délit flagrant de justice, et donc je ne vais pas prendre de décision à ce sujet. La Cour européenne va beaucoup plus profondément, en faisant une analyse vraiment dans le détail des mesures concrètes et effectives, puisque c'est ça, le job, c'est ça le boulot de la Cour européenne, c'est en tout cas au sein du Conseil de l'Europe, c'est de faire en sorte que les droits fondamentaux ne soient pas illusoires, comme le dit la Cour, mais soient effectifs et concrets. Et donc elle va aller dans le détail.
Et elle va ici constater que les autorités roumaines n'ont pas fait suffisamment d'efforts, n'ont pas mis en œuvre suffisamment de mesures concrètes et effectives pour que son droit à la vie privée, article 8, et qui a été finalement, je dirais, qui a trouvé qui s'est manifesté, qui est devenu, qui s'est mis dans un outil efficace, qui est une décision judiciaire prise sur la base de la Convention de 1980, que son droit à la vie privée, donc, n'a pas été respecté, et condamne la Roumanie et dit qu'il y a eu une violation de l'article 8 de la Convention. Voilà, ça c'est un élément qui est assez important, je pense, dans cette discussion sur la différence entre ces comités internationaux et la Convention et le système de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors pour conclure, et puis je ferai une petite pause pour me faire un café, parce que je vous rappelle que je suis à Caracas et qu'il est 6h53. Je me suis levé il n'y a pas tellement longtemps, que j'ai la bouche un peu pâteuse, parce que j'ai bu trop de mezcal hier. Mais la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est, je pense que c'est utile, ces mécanismes. Et finalement, la question qui nous intéresse, c'est de dire, voilà, si vous représentez une maman dont les enfants sont partis à l'étranger, que vous obtenez une décision, ou un papa, et que vous obtenez une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, and so what? Est-ce que ça va changer la situation? La réponse est, je pense qu'il faut être assez clair, ça dépend. Mais il y a des mécanismes de mise en œuvre des décisions de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont assez puissants. Il faut aussi pas se... OK, vous avez une belle décision ici, la Cour européenne, qui constate une violation de l'article 8 de la Convention et qui octroie 7 500 €. Ah, c'est chouette ça. Et les enfants, comment est-ce qu'il va voir ses enfants, ce monsieur? Alors là, je pense qu'il y a vraiment un challenge pour nous, les praticiens, qui est d'aller plus loin, toujours aller plus loin. C'est ce qu'Anne Krivine disait, je vous ai dit au début de ma maître de stage, il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage, toujours. Il ne faut jamais se désespérer. Hein. Face à une justice ou face à des mécanismes qui nous sont insatisfaisants, il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage, toujours continuer, sans jamais s'arrêter. Et ici, là, quand on a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, on se dit, la prochaine fois que vous allez à la Cour européenne des droits de l'homme, vous demandez à titre de réparation, parce que dans les différentes phases de procédure à la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez à un moment donné, quand vous êtes déjà bien emmanché et que vous pensez que vous allez gagner et que vraiment vous êtes dans une procédure déjà avancée, la Cour vous demande à un moment donné quelle est la réparation que vous souhaitez. Et à ce moment-là, vous dites, moi je veux payer mes honoraires, hein, parce que bon, c'est l'avocat, on est comme ça, vous pouvez avoir des honoraires, parce que la Cour paye les honoraires des avocats quand vous gagnez, ce qui est aussi un incitant. Ensuite, vous avez la réparation. Et la réparation, vous pouvez demander, c'est la réparation, vous retombez sur le droit international. C'est quoi la réparation en droit international? Et donc, vous devez réfléchir en termes de responsabilité de l'État et responsabilité en droit international en cas de la commission par l'État d'un acte internationalement illicite. Et vous avez à ce sujet beaucoup de doctrines, mais aussi vous avez des travaux très importants, la Commission du droit international. Et puis, vous avez des principes de droit coutumier qui sont très, très puissants. Et le principe de base, c'est comme en droit, c'est comme en 1382 pour nous. Enfin, je ne sais pas si on dit encore 1382, mais bon, c'est comme la responsabilité aquilienne habituelle, c'est-à-dire c'est la réparation in concreto, la réparation in integrum, c'est la réparation in natura, c'est-à-dire vous devez avoir ce qui vous a manqué. Et ici, la réparation, c'est le retour des enfants. Donc, vous pouvez demander à la Cour européenne que dans sa décision, elle indique que la mesure qui lui semble la plus adéquate pour la réparation, c'est évidemment l'application de la décision. Alors, ça, c'est un des moyens. Vous avez aussi au sein du Conseil de l'Europe, puisque la Cour est un des organes du Conseil de l'Europe. Hein. Le Conseil de l'Europe, il y a, je ne sais pas, une quarantaine d'États qui sont membres. La Russie vient de sortir, mais il y a une quarantaine d'États qui sont membres. C'est, comme disait De Gaulle, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Donc, c'est vraiment la grande Europe. Et là, vous avez un Conseil des ministres qui se réunit à Strasbourg de temps en temps dans cette architecture et qui vérifie si les arrêts sont mis en œuvre. Et donc, c'est vraiment une grande discussion pour l'instant dans la doctrine de savoir comment est-ce qu'on va mettre en œuvre les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne elle-même a publié des guides à ce sujet que je vous invite à consulter. Voilà, dernière petite conclusion. En effet, dans YF contre Panama,
euh, dans cette décision du comité des droits de l'enfant, qui date cette décision-là euh, du 28 février 2020, je le rappelle. À un moment donné, vous pouvez avoir votre attention attirée par le fait que donc c'est un conflit entre un papa qui se trouve au Bénin et une maman qui repart retourner au Panama. Donc vous imaginez, il y a un océan à traverser, c'est vraiment compliqué, mais ça arrive régulièrement, évidemment, de plus en plus souvent, ce genre de situation. C'est pas si extraordinaire que ça, je pense. Et, euh, et notamment, à un moment donné, vous verrez dans la décision qu'il est mentionné que Interpol a collaboré avec le Bénin, parce que le papa avait obtenu une décision au Bénin, pour essayer de savoir où étaient les enfants. Je terminerai là-dessus, comme mise en bouche, on va dire, pour la deuxième partie de cette formation. Je prends une pause de 5-10 minutes, si tu me permets, Vinciane, pour me faire un café et pouvoir continuer. Merci. T'entends Donc, pas? oui, oui, Ok. mais évidemment que tu prends 5 minutes et on va, on va nous reconnecter dans, il est quelle Voilà. heure? Il est 12h05. 6h59 chez moi, et Oui, donc ben, je tu propose rajoutes, donc à 7h05, donc oui, à c'est ça, 1h05. 13h05 chez nous. 13h05? 13h05 Ok. chez nous. Ça va? À tout de suite, oui, Bon merci. café, hein, merci. Merci. Voilà.
je suis là. Le café était nécessaire pour tout le monde. Alors, Ouais, c'est ça. certains orateurs m'ont demandé si tu pouvais, mais c'est pas pour maintenant, transmettre les liens de tout ce que tu cites. Comme ça, on peut leur transmettre si tu veux. Mais ça, on fera après, Oui, c'est ça, d'accord. Ouais. si tu veux bien. Comme ça, tu as un petit devoir avant tes plaidoiries à Caracas. Voilà. Non, mais il faut aussi travailler, les gens qui écoutent. Hein. Il faut prendre note et aller voir sur les sites, c'est pas compliqué. Hein. Oh, C'est écoute, facile de demander aux gens de. Hein. Non, mais c'est le allez, matin, on ne c'est se moi, donc c'est fâche un peu pas, il est moins 7 bon. heures du matin. Garde ton C'est énergie. ça. Voilà. Voilà, En tout je vais cas, avec continuer sur plaisir. la deuxième partie, mais donc oui, en effet, je produirai un document avec l'ensemble des sites que j'ai cités et des décisions. Comme ça, vous pouvez avoir accès facilement. Alors, je terminais cette première partie sur le droit international et le droit humain dans le cadre de cette formation de la Commission du droit international pénal et du barreau de Bruxelles sur les aspects du droit international et des droits humains. L'autre partie de la formation que Vincent m'a demandé de donner est relative au droit international pénal. J'ai dit tout à l'heure que, a priori, je n'ai pas trouvé de convention qui permettait de pouvoir donner un caractère pénal aux faits, donc qui pourrait qualifier les faits en tant qu'infraction pénale internationale, on va dire. Hein, on a ça en matière de corruption, on a ça en matière d'organisation criminelle, en matière de trafic de stupéfiants. Dans beaucoup, beaucoup de matières, on a des qualifications d'infractions en droit interne qui sont issues du droit international. Ici, pas. Mais je terminais mon intervention sur le droit international des droits humains en faisant référence à cette décision du Comité des droits de l'enfant, où quand vous lisez le déroulé des faits, ils font un moment mention de ce que Interpol est intervenu pour identifier ou pour se retrouver où était l'enfant. Et en effet, quand on parle de l'enlèvement international d'enfants et du droit international pénal, euh, un mécanisme qui est très intéressant et qui peut être utile, c'est le mécanisme d'Interpol. Pourquoi? Parce qu'Interpol a différents rôles. Et de nouveau, je vous invite à googler Interpol, ce que je vais faire avec vous. Interpol. Interpol, non, Interpol. Voilà, ça charge. Voilà, Interpol. Envoyé à 194 membres. C'est rigolo parce que vous pouvez aller voir sur le site Interpol des notices rouges avec des quatre gens qui ont des mines très patibulaires, des criminels internationaux qui sont recherchés. Vous pouvez taper votre nom pour voir si vous n'avez pas quelqu'un qui vous ressemble ou qui est votre homonyme qui serait recherché internationalement. Mais donc là, on va aller en français, c'est mieux. Et alors là, on voit, c'est un site, voilà, c'est le site de la coopération internationale de la police. Alors j'ai dit qu'en matière d'enlèvement international d'enfants, ce n'est pas du pénal, mais on sait que si. On sait qu'il y a beaucoup de dispositions pénales. On sait qu'en Belgique et dans beaucoup d'États, l'enlèvement international d'enfants est une infraction pénale. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, au niveau de la communauté internationale, d'unanimité pour considérer que ça doit être une infraction, mais au niveau interne, il y a beaucoup de pays beaucoup d'États qui ont intégré dans le code pénal cette infraction-là. Bon, là, en droit belge, hein, l'enlèvement d'enfants, ça c'est le terme général, mais finalement, ça consiste en une infraction qui est assez spécifique en droit belge, qui est le fait de ne pas respecter une décision judiciaire. Donc c'est une infraction vraiment de non-respect de décision judiciaire, qui est une décision judiciaire qui octroie des droits à un ou d'autres parents qui ne sont pas respectés. Et donc ça, c'est un élément qui est important parce qu'on n'est pas directement dans le droit pénal. Au début, je vous ai mentionné la Convention 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement de l'enfant, qui a une définition de l'enlèvement de l'enfant qui est assez large. C'est tout déplacement illicite. Même un déplacement qui n'est pas fait en violation d'une décision judiciaire, mais qui est fait en violation d'une situation légale. Ici, en droit belge, en droit pénal belge, vous n'avez une infraction que si c'est en violation d'une décision judiciaire. Alors, on
on est sur Interpol. Vous allez sur Interpol, là, l'onglet à droite, voilà. Qui sommes-nous? Qui sont-ils? Bon. Dans la décision là, du Comité des droits de l'enfant, j'avais mentionné qu'Interpol était intervenu. Et en effet, vous avez ici, qu'est-ce qu'Interpol? Vous avez différentes choses. Notre action. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'ils font? Notre action, Covid-19, gestion des frontières. Bon, c'est une organisation internationale de coopération policière. Puis vous descendez, puis vous voyez notice. En avant-dernier petit mot, notice. On clique sur notice. Le boulot d'Interpol, c'est d'émettre des notices. Alors, vous avez les notices rouges, qui sont des notices qui sont émises, hein, vous voyez ici, à propos des notices. Vous avez notices rouges, et puis vous avez notices jaunes, notices spéciales. Donc, il y a différents types de notices. Notice rouge, c'est quand quelqu'un fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et qu'un État va demander que cette personne soit arrêtée. Et donc, la convention Interpol, qui est une convention internationale, un traité, le traité Interpol, oblige les États à, lorsque Interpol a émis une notice rouge, de procéder à l'arrestation provisoire de la personne, le temps que l'État qui a demandé la diffusion de la notice rouge et qui est donc émis un mandat d'arrêt international à l'égard de ces personnes, transmette à l'État qui vient d'arrêter la personne sous mandat le mandat d'arrêt officiel et une demande d'extradition officielle. Donc, c'est une procédure que l'on rencontre tous les jours en matière du droit de l'extradition. Cette procédure Interpol suite à une notice rouge. Bien. Vous n'avez pas que les notices rouges, vous avez aussi les notices jaunes. Alors, je vous invite, notices jaunes, que c'est notice jaune, vous pouvez cliquer là-dessus. Et ça, c'est notice jaune, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une notice jaune? C'est une notice jaune alerte la communauté policière mondiale sur des personnes disparues. Elle concerne des victimes d'enlèvement parental ou criminel ou des personnes dont la disparition a été expliquée. Et donc, on a alors, ici, on dit en 2021, Interpol a émis 2622 notices jaunes. Et puis, si vous voulez, vous allez voir, il y a aussi une liste de personnes disparues. Et donc, c'est très triste. Je trouve ça très triste parce qu'on voit les images, c'est tous des enfants qui ont disparu. Mais bref. Il n'y a pas que les enfants disparus, il y a aussi les enfants qui sont enlevés. Et puis, ça permet alors de pouvoir retrouver l'adresse d'un enfant, de savoir où est un enfant. C'est à ça que ça sert, les notices jaunes, mais c'est une procédure qui est une procédure de coopération policière. Donc, ça veut dire que vous devez vous adresser à la police ou au bureau national d'Interpol en Belgique, parce que Interpol a un bureau national en Belgique, pour voir comment vous devez faire pour utiliser éventuellement ce canal Interpol pour identifier l'adresse d'une personne. Bien, ceci dit, Interpol ne fait pas que ça. Il n'y a pas que des notices jaunes, mais il y a surtout, c'est le boulot principal d'Interpol, ce sont les notices rouges. Et dans ce cadre-là, c'est un mécanisme que moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que dans le qui sommes-nous de Interpol, quand vous scrollez, vous avez le secrétaire général, la gouvernance, les pays membres, et puis vous avez tout en dessous commission de contrôle des fichiers d'Interpol. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Commission de contrôle des fichiers d'Interpol, c'est un organe quasi juridictionnel qui va prendre des décisions et qui va décider de supprimer une notice rouge. Et donc, par exemple, dans un dossier, moi j'avais un client qui était à Dubaï, qui était accusé d'enlèvement d'enfants en Belgique. La Belgique avait saisi, finalement, le procureur avait saisi un juge d'instruction qui avait émis un mandat d'arrêt, et puis un mandat d'arrêt international, et puis et aussi un mandat d'arrêt européen, et aussi il y avait une notice rouge Interpol. Donc ça veut dire que le client était bloqué à Dubaï, il ne pouvait plus voyager, c'était un homme d'affaires qui avait besoin de voyager, donc c'était vraiment très, très embêtant pour lui, et très ennuyeux. D'autant plus je vous épargne le détail du fond, mais il y a toute une question, parce qu'il a obtenu des décisions judiciaires à Dubaï qui lui donnent raison, contre des décisions judiciaires en Belgique qui lui donnent tort. Classique, j'imagine, dans ce genre de situation, vous avez des conflits de juridiction. Et alors, moi je dis, mais le pénal là-dedans, ça ne sert à rien. C'est vraiment quelque chose qui vient envenimer. Je ne me lasserai pas de le dire. Comme je vous l'ai dit déjà au début aussi, les organes qui ont charge de
d'interpréter la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement d'enfants. On dit la même chose de manière répétée. Chaque fois, le pénal ne sert à rien. Ne mettons pas de pénal dans quelque chose qui est déjà une tragédie. Ne rajoutons pas de tragédie dans la tragédie. Je dis, ça peut aider parfois. Hein. Bon, faut rester un peu pondéré. Hein. Mais voilà. Et donc, alors, le client qui devait voyager, ben, se faisait un peu ennuyé pour son travail. Et donc, on s'est dit, ben, on va saisir la commission de contrôle des fichiers. Commission de contrôle des fichiers d'Interpol, qui est cet organe qui est composé de 5 membres indépendants, qui va alors vérifier si la demande de notice rouge, qui va être le déclencheur de l'arrestation universelle dans le monde entier, puisqu'il y a 194 pays qui sont membres d'Interpol. Donc, dès que vous traversez une frontière, c'est relié à Interpol. Vous êtes contrôlé pour voir si vous n'êtes pas recherché par Interpol. Quand ils mettent votre billet, votre passeport dans la machine, directement, si vous êtes recherché à Interpol, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en jaune ou en rouge, c'est mentionné. Donc là, voilà, ils sont... vous pouvez, si vous considérez que le mandat d'arrêt et la notice rouge est illégal et injuste et contraire au droit international et au droit humain, c'est ici le lien avec la première partie, ben, vous pouvez saisir cette commission de contrôle des fichiers qui va alors évaluer votre demande. Comment est-ce qu'elle va le faire? Et là, je vous invite à, de nouveau, on est sur ce site commission de contrôle des fichiers d'Interpol. Ah non, c'était dans Qui sommes-nous dans Interpol? Et vous avez à propos de la CCF, et puis comment saisir la commission. Et là, vous avez en question, vous avez les décisions, et puis vous avez préparé la demande, procédure applicable, voilà, regardez, limite, vous scrollez en bas. Ah, et puis vous avez tout en dessous, il y a formulaire. Donc vous regardez le formulaire en français, et je vous propose de le télécharger et de voir ce qu'il y a dedans pour pouvoir, je dirais, de manière concrète, discuter de cette procédure. Alors, moi, je vais prendre... Une seconde, parce que j'ai apparemment un problème de connexion. Mais donc, prenez ce formulaire et vous verrez que ce formulaire... excusez-moi, je retrouve mon document. Voilà. Christophe, sauf erreur de ma part, tu as plusieurs possibilités, il y a plusieurs formulaires. Oui, oui, c'est ça. Parce que donc, la première question, c'est de savoir si la personne est signalée par Interpol ou pas. C'est ça. Donc, on peut demander alors une procédure pour avoir l'information. Est-ce que la personne est signalée par Interpol? Mais à partir du moment où il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par un juge d'instruction, c'est certain que, surtout un mandat d'arrêt par défaut, c'est certain qu'il y a eu un mandat d'arrêt qui a été émis. Donc, quand on voit le formulaire, on voit ici la nature de la requête, c'est demande d'accès, c'est d'abord savoir s'il y a des informations, et puis alors, vous pouvez demander rectification ou effacement de la demande. Et donc, c'est assez simple, si vous scrollez, vous descendez, vous indiquez le nom de la personne, vous indiquez le conseil, il faut un pouvoir particulier qui soit signé, et puis l'objet de la requête. Mm-hmm. Et ici, dans la procédure qu'on avait introduite, on avait évoqué et invoqué la situation qu'il y avait 2 décisions judiciaires qui n'étaient pas, qui faisaient des choses différentes. Voilà. Et donc, c'était très important de savoir qui allait avoir le dessus, mais Interpol se fiche de ça. Interpol, dans ses statuts, donc dans la convention qui a créé Interpol, il y a un principe important qui est le principe de neutralité, et qui est assez normal d'ailleurs en droit international. Les États vont se respecter par rapport à leurs diverses souverainetés. Si une décision judiciaire est prise dans un État, ben, on ne va pas commencer à dire l'organisation internationale ne va pas dire quelle juridiction a raison. Et donc, il y a ce principe de neutralité qui est à l'article 3 des statuts d'Interpol.
Et Interpol a fait pas mal de déclarations à ce sujet en disant que c'était le caractère primordial de la neutralité parce qu'il faut que ces activités transcendent les questions de politique nationale et internationale, qui sont finalement des questions de souveraineté nationale et de choix d'un État. Ça, c'est la première base juridique, la première source pour pouvoir aller dans la commission de contrôle des fichiers d'Interpol. La deuxième, c'est le règlement d'Interpol qui prévoit que, à l'article 83, que les infractions liées à des questions d'ordre familial ou privé ne peuvent donner lieu à la publication de notices rouges. Il en va de même des infractions découlant d'un différend d'ordre privé, sauf si l'activité criminelle a pour but de faciliter la commission d'une infraction grave ou si l'on soupçonne qu'elle a des liens avec la criminalité organisée. Et donc Interpol lui-même, l'organisation elle-même, dans ses statuts, a prévu que la diffusion de notices rouges pour des infractions liées à des questions d'ordre familial ou privé, familial ici c'est clairement des questions d'enlèvement d'enfants, privé ça peut être des questions plus de droit pénal financier on va dire, ne peuvent donner lieu à la publication des notices rouges. Pourquoi? Parce que très souvent, je veux dire, il n'y a pas de double incrimination. C'est un point qui est important dans la coopération judiciaire pénale internationale, c'est que la coopération judiciaire pénale ne pourra être réalisée. Donc un État ne pourra demander à un autre État de faire quelque chose, que ce soit un mandat d'arrêt ou interroger ou autre, que si cette condition de double incrimination ou de double criminalité est remplie. C'est-à-dire que l'infraction sur laquelle vous réalisez une enquête en Belgique, par exemple, eh bien, cette infraction existe également dans l'État dans lequel vous demandez la réalisation de cette enquête. L'exemple le plus la Belgique ne va pas y donner suite. Même chose pour des questions d'euthanasie, par exemple, ou des questions liées à l'avortement, par exemple. Donc, c'est vraiment des questions de choix de contenu de droit pénal et de code pénal qui dépendent d'un État à l'autre et qui font que, dans certains cas, la coopération judiciaire internationale, y compris l'extradition, est limitée. Ici, il s'agit du cœur de la coopération internationale, puisque c'est la diffusion des mandats d'arrêt internationaux. Bien, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'enlèvement international d'enfants, Interpol a pris une position très claire, qui est de dire qu'on ne diffuse pas les notices rouges. Et donc, j'étais assez surpris, mais voilà, j'étais étonné de trouver ça, mais c'est très clair. Et donc, on a fait la demande, on a introduit une demande dans le cadre de ce dossier que je vous indiquais, et cette demande a donné suite alors à une décision de la commission de contrôle des fichiers qui a en effet rappelé qu'en vertu du principe de neutralité, elle ne pouvait pas donner suite ou elle devait annuler la notice rouge qui était émise à l'égard du client, et ce qui est énorme évidemment, puisqu'à partir de ce moment-là, le client il veut voyager dans le monde entier sauf en Belgique, puisque son mandat d'arrêt avait été supprimé. Le mandat d'arrêt international avait été supprimé, avait été levé, ou plutôt, pour être plus précis, l'exécution de ce mandat d'arrêt international avait été levée par la commission de contrôle des fichiers d'Interpol. Et donc, il n'y avait plus de notice rouge, et donc il a pu voyager librement. Alors, il a pu aller alors, dans différents États, pour des raisons professionnelles ou privées, sans être inquiété. C'est évidemment un élément qui est fondamental et qui peut aider, moi je pense, à apaiser le conflit en fait. Parce que ça veut dire que, d'abord, ça montre que le droit pénal n'est pas spécialement, je dirais, n'a pas un facteur de légitimité universelle. Tout le monde ne considère pas qu'enlever un enfant doit être réglé par le droit pénal. Et d'autre part, ça permet de limiter les dégâts par rapport à un mandat d'arrêt international, et ça permet à la personne de pouvoir voyager dans différents États sans être inquiété, ce qui n'est pas rien. Dans le même dossier, les enfants faisaient aussi l'objet de notices jaunes. Donc les enfants, ça veut dire quoi? Quand il y a une notice jaune, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'enfant est arrêté à la frontière,
je ne sais pas, il est questionné, ou bien on essaie de voir si son parent est là. Et donc, ça veut dire que les autorités de police sont chargées, dit le site d'Interpol, de signaler le passage d'une personne. Alors, est-ce que la personne, à ce moment-là, je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe, vous arrivez à l'aéroport, vous passez la douane, vous donnez votre passeport. Si vous êtes signalé, à ce moment-là, il y a une procédure qui se met en cours, qui se met en route. Hein. Vous êtes comment dire, arrêté, vous êtes mis sur le côté, on vous pose des questions, même si ce n'est pas pour vous extrader, hein, même si ce n'est pas parce qu'il y a un mandat d'arrêt international à votre égard. Moi, je suis signalé, par exemple, dans plusieurs États, et quand j'arrive, ben, alors je me mets sur le côté. Je me mets sur le côté. République dominicaine, par exemple, ça m'arrive, Maroc, comme je l'ai dit, mais je ne suis pas arrêté. Mais donc, il y a une procédure qui est mise en œuvre, et ça, c'est ensuite, parce qu'il y a un signalement notice jaune pour signaler le passage d'une personne. Et dans ce qui est très ennuyeux, parce que vous imaginez, pour un enfant, se faire mettre sur le côté, etc., c'est terrible, parce que vous êtes dans une situation d'insécurité, vous vous demandez ce qui va se passer. Je veux bien dire que moi, à chaque fois que je traverse une frontière depuis que j'ai eu mes aventures, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver, même s'il ne m'arrive rien, mais ça continue à avoir un effet, on va dire, délétère sur la personne. Donc pour les enfants, ça doit être encore plus grave, encore plus long, encore plus profond. Mais on a fait alors une demande, parce que les enfants étaient aussi signalés dans ce dossier-là, de pouvoir lever la notice. Et Interpol, de nouveau, en vertu de ce principe de neutralité, et dans ce principe de neutralité, de ne pas intervenir dans des litiges d'ordre familial ou d'ordre privé, a levé les notices jaunes à l'égard des enfants, ce qui était aussi une nouvelle plus agréable, parce qu'ils pouvaient de lors voyager plus librement. Alors c'est évidemment une procédure qui est assez efficace, mais qui limite les effets, et c'est ça un peu l'objet de la demande de la Commission de droit international privé, c'est des aspects de droit international pénal sur l'enlèvement ici d'enfants. Mais voilà, c'est un aspect qui est intéressant, qui permet de pouvoir, je dirais, essayer de changer les données d'un conflit. On voit bien que dans le cadre d'enlèvement international d'enfants, il y a des situations qui restent bloquées de manière indéfinie parce qu'il y a un mandat d'arrêt. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne peut pas voyager, que la personne est furieuse, certainement, mais que la personne ne peut pas non plus venir en Belgique. Donc, vous ne pouvez même pas faire appel de décision parce que vous devez être là en personne à l'appel, en familial. Donc, ça vous empêche de… Et en préparant la présentation, j'ai lu un article que je vous invite à lire, que je mettrai dans la liste, et l'enlèvement parental international à l'aune de la coopération et des communications judiciaires, qui est un article écrit par Sophie de Mars et Myriam de Hemtine, qui sont deux juges, j'imagine que les praticiens du droit de la famille connaissent bien, et qui ont une vue très pragmatique de l'enlèvement parental, qui développe en effet l'ensemble des procédures qui existent, qui sont très très nombreuses, pour judiciariser la question de l'enlèvement international. Et bon, alors moi, ma contribution, ça a été de vous donner des procédures en plus. Le comité des droits de l'enfant, éventuellement CEDH, la commission de contrôle des fichiers. Je pense qu'en effet, c'est notre travail en tant qu'avocat de chercher des nouvelles voies de règlement judiciaire ou caisse judiciaire des conflits. Mais je pense que ce qui est principal dans cette situation, dans cette question d'enlèvement parental d'enfants, c'est la négociation et la médiation. Je pense que c'est ça qui est et les mécanismes existent. Et je vous invite à lire cet article parce qu'il les mentionne et parle notamment de la coopération et des communications judiciaires directes entre juges. Je vous invite aussi à voir sur le site que je vous ai indiqué, qui est relatif à la Convention de 1980 sur les aspects civils des enlèvements internationaux d'enfants. Il y a énormément de matériel aussi qui est relatif aux procédures de médiation interétatique, hein, parce que parfois on se dit, voilà, on a un dossier, mais les enfants ne sont plus là, ils sont en Italie, pour citer un État, comment est-ce qu'on va faire?
Est-ce que je dois engager un avocat là-bas? Mais je suis en prodéo dans cette affaire, comment est-ce que je fais? Enfin, c'est compliqué. Et donc, vous pouvez trouver des sources dans le cadre sur ce site relatif à la commission, à la convention de la Haye 1980. Je voudrais terminer maintenant et puis laisser la place aux questions, toujours pour revenir sur, essayer de faire un peu la synthèse sur une question, est-ce que l'enlèvement international d'enfants fait partie du droit international pénal et le lien avec le droit international des droits humains, en parlant de finalement, qu'est-ce que c'est, et en touchant à une notion de droit international pénal et de droit humain qui est la prohibition absolue du traitement inhumain et dégradant. Donc il y a cette convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. On oublie parfois qu'il n'y a pas que la torture, il y a aussi les traitements inhumains et dégradants. Et que cette différence entre les deux, c'est que les traitements inhumains et dégradants ont un degré moins élevé de souffrance, mais ça peut être des souffrances psychologiques. Et donc on pourrait, je pense, que ce soit pour les parents qui ne voient pas leurs enfants, ou que ce soit pour les enfants qui ne voient pas leurs parents, peut-être trouver dans cette qualification-là de traitement inhumain et dégradant une voie encore nouvelle, à la fois pour alors tomber sur une qualification pénale, parce que là, on est vraiment dans le droit pénal international, c'est-à-dire que vous avez une convention qui invite les États à criminaliser ces comportements-là. Et en droit belge, ça a été transposé, alors vous avez dans des dispositions du code pénal qui le prévoient, mais aussi l'interdiction absolue prévue par la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi par d'autres instruments de ces traitements inhumains et dégradants, qui vous ouvrent la voie à des contentieux, que ce soit à la Cour européenne des droits de l'homme ou que ce soit au comité contre la torture, qui est un de ces comités un peu sur le même thème que le comité des droits de l'enfant, qui est intégré dans le cadre de cette convention des Nations Unies contre la torture. Voilà ce que je voulais vous dire ce midi. Et je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez, avec beaucoup de plaisir. Et merci encore à la Commission de m'avoir permis de m'adresser à vous. Je trouve ça très intéressant. Merci Christophe, je trouve que ton exposé est vraiment rencontre, en tout cas je ne sais pas ce que pensent les participants, mais vraiment un très grand intérêt parce que je reste persuadée que la transversalité entre les matières est importante. Tu viens de faire des ponts entre finalement, je ne sais pas qui est connecté, mais les praticiens civilistes n'ont pas toujours ce regard à l'égard du droit pénal. Et tu as attiré notre attention sur un tas de choses. C'est peut-être la raison pour laquelle on t'a demandé de communiquer une liste pour être sûr de pouvoir aller regarder. Je trouve vraiment très intéressant parce que ce que tu as dit sur Interpol, ce sont évidemment des choses qui peuvent arriver, des décisions contradictoires où on se retrouve avec des blocages. Et en tout cas, merci d'avoir attiré notre attention et d'avoir regardé ces matières sous un autre prisme parce que nous n'avons pas l'habitude de ce prisme-là. Alors, je ne sais pas, j'ai vu une question, je ne sais pas si vous avez des questions, mais j'ai une question, tu as une question de Drita Douchai que tu as dans le chatbot, mais que je te lis. Bon, effectivement, elle rappelle pour les civilistes et pour que l'entrée en vigueur donc, de Bruxelles II Ter. Effectivement, Bruxelles II Ter est rentrée en vigueur le 1er août pour 2022, pour rappel. Il affecte le processus de retour des enfants déplacés illicitement, la prise, la grande nouveauté dans Bruxelles II Ter, c'est évidemment l'accent sur l'intérêt de l'enfant et l'audition de l'enfant, qui est d'ailleurs qui est fondamentale. Et donc, la prise de parole, elle te dit, son audition est une nouveauté. Donc, ce n'était pas une nouveauté, mais maintenant, les textes l'établissent et les certificats, puisqu'on a supprimé l'exéquatur, permettent des exécutions avec cette condition. D'ailleurs, elle s'est reprise au certificat 47, par exemple, point 2 ou 3, l'audition de l'enfant, pour pouvoir établir que l'enfant était, en tout cas qu'on a permis l'audition. Quid de l'audition de l'enfant qui ne se trouve pas sur le territoire de l'État dont le juge est saisi. Donc, c'est vrai que ça, c'est une question d'ordre pratique. Tout le temps, oui. C'est vrai qu'en préparant un peu, je voyais que c'était vraiment une question qui est importante. Et c'est une question qui se pose très simplement aujourd'hui avec le Brexit. Donc, pas très loin. On n'a pas besoin d'avoir une affaire avec le Bénin. Ici, c'est le Royaume-Uni, donc c'est déjà beaucoup plus près.
Et en effet, comme Bruxelles de terre, voilà, comme le Royaume-Uni est sorti du système de l'Union européenne, toute la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les normes auxquelles le Royaume-Uni était parti et les normes auxquelles il ne sera pas parti, par exemple Bruxelles de terre et l'audition des enfants. Alors, il y a un article très intéressant qui est paru là-dessus, que je mentionnerai dans la liste, sur justement le Brexit et les conséquences par rapport au Royaume-Uni. Donc ça donne une réponse par rapport au Royaume-Uni, où il y a toute une tendance jurisprudentielle, déjà pré-Bruxelles de terre, à entendre l'enfant. Et donc, il y a toute une jurisprudence de la High Court qui le prévoit spécifiquement. On sait que les Anglais sont très attachés aux questions de procès équitable et d'entendre les gens. Et donc, dans ce cas spécifique, par exemple, du Royaume-Uni, c'est prévu. Alors, la question est de savoir comment ce principe peut s'appliquer à d'autres États que le Royaume-Uni. Je pense que c'est en effet une question qui est compliquée, qui est difficile. Je pense que c'est une question qui pourrait être réglée, par exemple, par le Comité des droits de l'enfant, dans le sens où je pense que la place de l'enfant et l'audition de l'enfant dans la Convention sur les droits de l'enfant est très importante. Et donc, il faudrait voir dans les États qui ne sont pas partis à l'Union européenne, d'abord voir si l'État est parti à cette convention. Et puis, dans la convention, alors éventuellement trouver un article pour baser cette demande de pouvoir à ce que l'enfant soit entendu. Et je pense que le comité, vous savez, il est composé de gens qui sont qui ont à cœur la protection des enfants et qui sont très, je dirais, au fait des dernières, je dirais, parce que cette question d'entendre l'enfant, c'est assez neuf. Après, avant, l'enfant, on ne voulait pas l'entendre, c'était vrai. Mais maintenant, c'est vraiment devenu, on a beaucoup plus de respect, je veux dire, pour la parole de l'enfant que même en 1980, au moment de la Convention de l'Haye ou même avant. Mais le comité est très au fait de toutes ces questions-là. Donc, vous pourriez voir dans cette direction-là. Oui, alors avant de te... Merci pour ta réponse. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc l'article 21 de Bruxelles de terre qui insiste sur l'audition des enfants. Je vous parlais du certificat 47. En réalité, il faut que le juge, et ça c'est une question de pratique, mais je ne sais pas s'il y a des juges connectés, c'est que vous savez qu'on envoie un formulaire en Belgique 1004 pour proposer aux mineurs qui a le discernement d'être entendu. Alors le mineur, souvent, enfin, les parents reçoivent ça. Après, est-ce que le document arrive chez les enfants? Ça, c'est une autre question. Mais soit on renvoie et on est auditionné, soit on renvoie en disant on ne souhaite pas être auditionné, soit les enfants ne réagissent pas. Et voilà. Alors, la problématique qui se pose avec les nouvelles applications, c'est que le juge devrait mentionner dans son jugement que la possibilité a été donnée aux mineurs d'être entendus et qu'il n'y a pas répondu ou qu'il n'a pas souhaité pour pouvoir permettre l'exécution sans l'exéquatur, je ne sais pas si vous me suivez, l'exécution avec les certificats dans la nouvelle procédure de Bruxelles de terre. Alors, on te pose d'autres questions et moi j'en ai aussi, j'ai une petite colle après pour terminer. Tu as une question de Nathalie Willart qui nous dit, Christophe a parlé de la commission de torture. Je te la lis, je suppose que tu l'as à l'écran. Je me posais la question par rapport au Belge tournésien qui est emprisonné en Iran et ce pays n'a pas adhéré à cette convention. Quels moyens peut-on mettre en œuvre quand un pays n'adhère pas à une convention? Voilà, question de Nathalie. Merci Nathalie pour la colle. C'est une bonne colle. Alors ça, c'est toute la question du droit international. C'est que, en effet, seulement certains États sont partis aux conventions. Par exemple, en droit international pénal, l'exemple le plus criant, c'est l'exemple de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire cette cour qui a compétence pour les crimes de guerre qui sont commis et qui a été négociée par les États-Unis à Rome de manière très puissante et qui, les États-Unis sont les premiers à se porter comme les champions des droits de l'homme, mais qui n'est pas ratifié, qui n'est pas signé, qui est signé, je pense, mais pas ratifié par, je pense qu'ils nous ont retiré leur signature par les États-Unis. Donc, on ne peut pas poursuivre les États-Unis pour des personnes des États-Unis
pour des crimes de guerre qui auraient été commis alors que la Belgique est partie, et bien sûr la Chine n'est pas partie, la Russie n'est pas partie, les États-Unis ne sont pas partis, le Royaume-Uni fait partie de ce système de la CPI. Donc c'est toujours la question. Quand on n'a pas, et là l'exemple que tu prends, Nathalie, de cette personne qui est détenue en Iran, évidemment, tu es dans une situation où tu es face à un État qui n'a pas ratifié toutes ces conventions, et donc tu ne sais pas obtenir de décision de ces comités. Par contre, tu peux, et c'est ça la différence, j'ai évoqué au début, dans ce système de droit international des droits humains, les procédures spéciales. Et ces procédures spéciales sont des procédures justement qui sont assez particulières parce qu'elles ne nécessitent pas que les États aient accepté leur mise en œuvre. Alors, ce ne sont pas des procédures, comme je l'ai dit, qui vont rendre des décisions qui sont liantes pour les États, mais ce sont des procédures qui permettent d'exercer une pression politique sur les États. Que ce soit dans ce dossier que tu évoques, qui est un dossier tellement triste en Iran, ou même que ce soit dans un dossier d'enlèvement d'enfants. Si on est face à un État qui ne respecte pas les décisions, qui ne respecte pas la Convention de 1980, peut saisir, dans le cas de cette procédure spéciale, c'est un rapporteur spécial, par exemple, faire une plainte. Je vous ai indiqué sur ce site-là qu'il y a la procédure de plainte. Vous faites une plainte, vous obtenez alors une lettre de ce rapporteur spécial, et ça met la pression sur l'État. Et donc, on est évidemment ici dans des situations qui sont plus vraiment purement juridiques, mais où il y a des questions politiques et diplomatiques qui rentrent en jeu, avec le rôle du ministère des Affaires étrangères, qui peut être très utile, de la Belgique, qui peut aider dans le cas de ce genre de situation, voir au niveau des Nations Unies, voir au niveau de l'Union européenne, essayer de mobiliser des ONG, d'essayer d'avoir un réseau comme ça de personnes. Moi, je travaille très peu dans le cadre de ces situations d'enlèvement d'enfants, mais ça m'arrive. Mais d'une manière générale, quand je suis face à une situation de violation d'un droit fondamental, on a toujours la même stratégie ou la même méthode, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des contacts avec des ONG de défense des droits humains pour qu'ils prennent position, avec des universités pour qu'ils travaillent un peu sur la question, et puis on va vers le politique pour essayer d'avoir et le diplomatique pour essayer d'avoir des pressions, et ça, on y arrive plus facilement si on dit, mais vous savez, le rapporteur spécial des Nations Unies a pris position dans ce dossier, et donc là, alors les portes s'ouvrent et vous avez beaucoup plus de soutien, quoi. Merci pour ta réponse. Alors, tu l'as vu, Arthur Fallas qui peut-être émet une opinion. Il nous dit, concernant l'avis des experts ONU du 29 septembre 2022, c'est politique, je crois, qu'espérait-il changer en qualifiant les enlèvements de crimes contre l'humanité? Il me semble que c'est une qualification quelque peu superflue. Ton avis? Je ne sais pas, Arthur, moi je ne connais pas le dossier, le fond, les faits. D'après ce que j'ai compris, mon cher Arthur, c'est relatif à des dossiers où il y a vraiment une pratique systématique qui a été tolérée par les États. Donc, moi j'étais assez étonné de voir que moi je suis né en 1970, donc, mais que dans les années 80, donc quand moi j'étais enfant, que j'avais 10 ans, que j'étais à l'école, en fait, il y avait des enfants qui venaient d'Uruguay, par exemple, ou du Paraguay, qui étaient là, qui étaient des copains, des copines. Et en fait, maintenant, on se rend compte que ces gens, ils étaient issus d'enlèvements, quoi. Les parents qu'on connaissait, qu'on fréquentait, et qui on s'entendait bien, mais avaient, entre guillemets, reçu ces enfants. Ces enfants étaient arrivés en Belgique, mais ils avaient été enlevés dans leur pays à leurs parents. Mais on le sait que maintenant, ça, c'est apparu maintenant, dans le cadre de politiques systématiques. Donc oui, c'est peut-être, c'est une qualification qu'il ne faut pas galvauder, crime contre l'humanité, parce que c'est vraiment une qualification très grave. Mais je pense que si ces experts l'ont dit, c'est par rapport à un dossier qu'ils ont, qui fait référence à des situations comme celle que je viens d'expliquer. Alors, tu as aussi un complément, je crois, de Nathalie qui nous explique qu'une procédure de plainte, dans le cas qu'elle a exposé dans le cas présent, il y a effectivement un échange de prisonniers qui était prévu, mais il y a un nouveau recours contre la loi d'échange. Alors là, on rentre dans des considérations plus particulières au dossier de traité, je pense. Oui.
Oui, mais c'est intéressant d'évoquer ça. Je ne l'ai pas évoqué, j'avais hésité, mais dans le cadre des recours judiciaires que l'on a, face à une violation grave de droit fondamental, ce qui est son cas par rapport à cette affaire de Tournai, on va dire, irano-tournaisienne, il y a une procédure en référé qui a été introduite pour suspendre ou empêcher la mise en œuvre d'une loi dans un cas particulier. Donc c'est assez, je dirais, spécifique comme recours, mais le recours en référé est toujours possible, mais aussi un recours à la Cour constitutionnelle est toujours possible, c'est-à-dire que ce soit en question préjudicielle, dans le cas d'un litige qui est pendant, ou un recours en annulation si on a un intérêt particulier et qu'on a respecté les délais qui sont imposés par la loi. Mais la Cour constitutionnelle belge est un outil extraordinaire et qui a permis, je dirais, depuis sa création, de mettre en œuvre de manière très effective les droits fondamentaux et qui est vraiment une avancée, je dirais. On disait que le XXIe siècle serait le siècle des droits humains. Oui, on est face à plein de problèmes dans le monde, de guerres, de violations des droits fondamentaux, mais au niveau, je dirais, de la protection des droits humains, il y a des avancées qui existent au niveau des outils dont nous disposons pour les faire respecter. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y en a encore. Moi, j'en ai une petite. Mais je ne pense pas qu'on a d'autres questions, en tout cas par écrit. Je n'ai pas de main levée, sauf si tu envoies une, mais que voilà. Moi, je vois pas bien. Attends. Oui, alors, 127 participants, c'est beaucoup. Voilà. Oui, on était à 100, presque 200 d'inscrits, mais c'est pas grave. En tout cas, moi j'avais une petite colle, mais tu sais que je suis plutôt civiliste et je pense qu'il y a des civilistes connectés. Donc, nous avons effectivement l'entrée en vigueur du règlement Bruxelles 2 terre qui est rentré en vigueur le 1er août. Alors, il y a une petite nouveauté pour les praticiens, c'est que dans les décisions de retour, donc enlèvement d'enfants, on a maintenant en phase 3 l'exécution de la décision belge de retour. On a l'article 50 et l'article 56 qui prévoit, donc l'article 50 dans Bruxelles 2 terre qui n'existait pas dans Bruxelles 2 bis, prévoit le refus d'exécution de la décision de retour. Je parle au niveau des mineurs. Et donc, une décision, si tu veux, qui serait rendue, et c'est mon cas, enfin j'ai un cas, donc on a une décision premier degré, c'est pas la Belgique, c'est la France, prend une décision ordonnant le retour de l'enfant dans son pays de destination. Il y a un appel de cette décision dans le pays qui confirme la décision de retour. Il se trouve qu'on est encore dans Bruxelles 2 bis, et donc on n'a pas cette possibilité pour ceux qui suivent la matière de l'application de l'article 50 nouveau, à savoir qui permet de refuser l'exécution parce qu'il y a des éléments nouveaux, si tu veux, qui permettraient, qui n'ont pas pu être exposés devant le juge dans le premier et deuxième degré phase la haie. Et si tu veux, aujourd'hui, Bruxelles 2 terre permet d'exposer des nouveaux éléments et de refuser l'exécution, même de suspendre. Et le considérant, si vous lisez le considérant 69 du nouveau règlement, l'audition de l'enfant est fondamentale et un enfant même pourrait refuser, alors qu'il y a une décision de retour, pourrait être entendu et dire « moi je refuse de retourner chez papa ou chez maman, etc. » Alors ma question est, quand on est dans Bruxelles 2 bis et qu'on n'a pas ces possibilités de Bruxelles 2 terre qui a évolué, si tu veux, est-ce qu'on pourrait basculer après avoir épuisé, puisque là on a épuisé premier et deuxième degré, qu'il n'y a pas de motif de cassation, est-ce qu'on pourrait basculer alors dans les outils que tu nous as proposés, comité des enfants, etc., pour, si tu veux, raccrocher ces éléments nouveaux qu'on ne s'est pas raccrochés en Bruxelles 2 bis. Je ne sais pas si c'est très clair pour ceux qui écoutent. Oui, c'est très clair. Mais ce sont des colles. Et bienvenue au club si vous voulez réfléchir avec moi sur ces questions. Voilà. Alors, je t'explique moi comment je réfléchirais. Je me dirais, OK, c'est quoi le principe, pourquoi le Bruxelles 2 terre qui est rentré en vigueur au 1er août 2022, si j'ai bien compris, pourquoi cet article 50 existe et pourquoi ce considérant 69 existe, ça vient d'où? Entendre l'enfant. Alors, je pense qu'il faut voir si, dans les travaux préparatoires de Bruxelles 2 terre, qu'est-ce qui est prévu.
Alors, quand tu travailles sur les travaux préparatoires d'une norme européenne, tu as un outil qui est incroyable, cet outil s'appelle, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça maintenant, ça s'appelait l'œil, c'est-à-dire l'œil, ouais. Mais qui est un outil qui est mis en place par l'Union européenne, qui est toute l'histoire de la norme et de sa création, avec la proposition de la Commission, la discussion, la discussion au Parlement, etc. Donc, il y a vraiment des ressources en travaux préparatoires qui sont très importantes pour voir d'où ça vient, cette norme, et comment elle est considérée. Alors, ça, c'est le premier point. Et puis après, je dirais, OK, bon, qu'est-ce qu'il y a dans la Convention sur les droits de l'enfant à ce sujet, et tout en sachant que moi, ce qui a motivé, j'expliquais au début de la formation, que j'étais retourné sur les bancs de l'université, que j'avais fait un master en droit international public, après 10 ans de barreau, un truc comme ça. Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est de me dire, mais comment je peux l'utiliser? Et c'est ce principe fondamental qui reste vraiment la base, je crois, du progrès du droit, entre guillemets, qui est l'arrêt franco-suisse, le ski, l'arrêt de la Cour de cassation, qui date, je crois, 1969, ou je ne sais plus, c'est 1970, qui prévoit quoi? Qui prévoit que les normes de droit international qui ont un effet direct sont directement applicables en Belgique. Et donc, la question qui se pose chaque fois qu'on voit une norme d'un traité, une norme internationale, c'est est-ce que ça a un effet direct en Belgique? Est-ce que c'est directement applicable en Belgique? Il y a différentes conditions, mais est-ce que cette question d'entendre l'enfant, est-ce que la Convention sur les droits de l'enfant a un effet direct en Belgique ou pas? Oui, la Convention sur les droits de l'enfant a un effet direct. Mais donc, ça veut dire que ça, c'est le principe qui est mis en œuvre. Et après, ici, ce qui est compliqué, c'est que je dirais, il y a évidemment deux principes qui s'entrechoquent. C'est à la fois le principe de l'interdiction de l'enlèvement et puis le principe du temps qui passe et finalement même un enfant qui est entendu. Ça, moi, je dirais, ma religion n'est pas établie par rapport à ça, mais je regarderais et je saisirais en effet, en regardant un petit peu ce que le comité pense, et si le comité des droits de l'enfant, voire même en mesure provisoire, parce que s'il y a une urgence, il y a souvent des urgences en matière en matière d'enlèvement d'enfants. L'intégrité morale et psychologique d'un enfant est toujours urgente, sa protection en tout cas. En tout cas, le cas ici est un cas très intéressant puisqu'il traite, si tu veux, il applique pour les dispositions d'enlèvement Bruxelles 2 bis, mais les juges belges et français ont été saisis aussi sur Bruxelles 2 ter. Donc, on a un problème de droit transitoire. Or, le droit transitoire est très clair. C'est que, comme la saisine a été faite de Bruxelles, pour l'enlèvement international a été faite avant l'entrée de Bruxelles 2 ter, on doit appliquer l'ancien règlement. Et l'ancien règlement, si tu veux, dans le casus, ne permet pas de revoir la situation après les deux décisions, puisqu'on a une confirmation que l'enfant doit retourner. Alors, on peut modaliser sur des mesures provisoires, on peut faire une médiation internationale, comme tu l'as très justement rappelé, on peut faire d'autres choses, mais il faut que les deux parties s'accordent, ou que le magistrat tranche au provisoire, il reste encore la décision de fond. Je ne sais pas si ceux qui suivent... Donc voilà, c'est une belle question. Alors, les textes vont pour un mieux, mais on va encore devoir appliquer pour les praticiens beaucoup Bruxelles 2 bis, puisque tout ce qui est saisi avant sortira encore des effets avec Bruxelles 2 bis, qui ne permet pas ces questions de suspension et de refus d'exécution. Et quoi, et donc, dans l'exécution, alors, tu as un nouveau débat qui s'ouvre sur est-ce qu'il y a des éléments nouveaux, notamment l'audition de l'enfant. En fait, ce qui est prévu à l'article 50, c'est le refus d'exécution. Donc, on est dans l'exécution de la décision de retour belge. Par un juge, alors? Oui. Alors, donc, on dit, en fait, si la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement à l'égard de l'enfant, dans l'état où la reconnaissance est invoquée ou dans un état où réside habituellement l'enfant, eh bien, la décision de retour ne peut pas être appliquée. Donc, si la décision, c'est tout nouveau ça, décision ultérieure qui vient corriger. Alors maintenant, l'article 50, on attend la jurisprudence et on espère que ce cas en fera pour les praticiens et les académiques. Et alors, il y a la question de la suspension d'exécution de l'article 56, où là, le considérant 69 de Bruxelles 2 ter, que je vous invite à lire, prévoit qu'un enfant pourrait s'opposer
à, si tu veux, l'exécution de la décision. Enfin, l'enfant, on prenait l'exemple de l'enfant, hein, c'est l'enfant de Oui, 10 ans, de 11 ans, et qui dit, moi, je refuse d'aller en Espagne oui, dans la pratique. Et oui, le considérant vraiment insiste pour l'intérêt de l'enfant, d'avoir égard à ce qui est dit, et prévoit donc de non-application, une suspension. Alors évidemment, avec des mesures judiciaires et des décisions de justice, tout ne va pas se faire comme ça. Alors je vois qu'on a peut-être encore une question, mais on attend évidemment des applications. Je ne sais pas, le refus de retour ne se font-ils pas sur le danger ou l'opposition de l'enfant, convention de l'AE? Oui, mais on est après les décisions. Donc le magistrat saisit la question du retour sur l'AE. Donc il y a phase l'AE, les deux phases sont terminées et on est dans l'exécution. Le cas que j'expose, c'est de l'exécution. Les décisions sont définitives, on ne sait plus rien faire. On n'a même pas de matière pour aller en cassation. Donc, que faisons-nous quand il y a un refus d'exécution alors qu'on est sur Bruxelles 2 bis? Voilà. Matière à réflexion, on pourrait discuter des heures. Je regarde un petit peu s'il y a encore des questions. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, mais je te remercie en tout cas pour permettre ces passerelles avec ta matière de prédilection et qui touche évidemment à tous les praticiens, puisque aujourd'hui, cette transversalité est fondamentale. tout à fait, aussi pour nous, oui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, on va te laisser faire ta sieste. Non. Exactement. Je vais prendre mon petit déjeuner, là. Merci pour cet exposé. Donc, on reste en contact pour le document. On le publiera. Oui, Je oui, vous oui, invite à un endroit publié. Tout à fait. Et je t'invite à relire les considérants, enfin, dans cette matière-là, les considérants 69 qui sont intéressants. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode qui sera le 3 novembre. Et là, on parlera des violences faites aux femmes, sujet que tu connais bien aussi, et la Convention d'Istanbul, que peu d'avocats utilisent alors qu'elle est d'application et il faut se battre pour faire entendre ces droits-là aussi. Merci Christophe. Merci à toi. Bonne continuation, bon retour parmi nous et au plaisir de vous voir le 3 novembre pour la suite des questions sur le début. Merci, Okay. merci à Merci tous. beaucoup. Oui. Au revoir.